Lorsqu'on est toutes soudées, toutes ensemble, plutôt que les unes contre les autres, comme Bien des sûr. rivales, on peut vraiment déplacer des montagnes. C'est vraiment l'effet de groupe, alors que quand on est isolé, c'est difficile de faire changer les choses. Ouais. Et quand Ça, on c'est est un message ensemble, fort que j'espère mais vraiment, on entende. vraiment. Moi, je le sens quand je me sens accompagnée de toutes ces femmes, je me sens tellement plus forte. Ouais. On est toutes sur la même longueur d'onde, on a toutes vécu plus ou moins les mêmes choses à différents degrés. Ouais. C'est super fort en fait, un groupe de femmes ensemble, que ce soit dans la rue ou ailleurs, ou même dans l'intimité, quand on est ensemble, il se passe des choses incroyables. Il y a des révélations, il y a des transformations profondes quand on est entre femmes. Elles sont pleines d'envie, elles sont pleines de passions aussi différentes. Heureusement, tout est déterminé. Elles sont exceptionnelles et elle est exceptionnelle. Elle est avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un grand bonheur d'avoir avec nous Sylvie Castioni. Bonjour Sylvie. Bonjour Lara. Alors, photographe, réalisatrice de campagnes de pub dans la mode, le cinéma, films d'entreprise, campagnes d'affichage pour des films TV, séries documentaires d'ailleurs que vous connaissez peut-être, de l'ombre à la lumière, 14 portraits de réalisatrices pour le Festival de Cannes. Waouh, ça c'était un beau moment. Hein. Oui, extra, oui. Oh, je me rappelais même plus que j'avais fait tout ça. Même pas 50 ans. Donc voilà, comme quoi le perte de mémoire, mais on va l'aborder pour d'autres choses. Ça peut arriver aussi. Si tu devais, on va se tutoyer si tu le permets. Si tu devrais te présenter le mieux possible, tu dirais quoi? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Je dirais déjà que je suis Sylvie. Je m'appelle Sylvie, je suis une artiste et je suis une artiste engagée pour la cause féminine. Voilà. Simplement. Oui, tout simplement. Alors, un riche et éclectique parcours, on va parler de ton enfance, car l'enfance, c'est ce qui construit, je dis toujours, les premières pierres de la vie, de son futur. C'est tellement important, c'est le socle. Et chez toi, il est important parce qu'il n'a pas été toujours très rose. Tu es né à Lyon. Comment était ton enfance? Qu'est-ce que tu as le souvenir de ce que tu gardes? Alors, de positif et de pas positif, puisque on va s'en rendre compte dans ton histoire, il y a eu des troubles et un inceste qui a eu lieu entre 8 et 14 ans. Je te laisse nous détailler et je te remercie d'ailleurs d'en parler à cœur ouvert et en transparence aussi pour Exceptionnel. Alors moi, j'ai vécu dans un petit village qui s'appelle Saint-Jean-de-Bournay en Isère et j'ai des souvenirs joyeux de mon enfance. C'est assez paradoxal puisque là, tu parlais d'inceste. Je me souviens vraiment d'avoir eu une enfance dans la nature, à construire des cabanes, avec des parents aimants, italiens, qui étaient vraiment très protecteurs, dans un cadre familial sain. Et à la fois, je vivais des choses difficiles. J'ai été abusée petite, mais je m'en rendais pas compte. C'est récemment, il y a une dizaine d'années, où je suis sortie d'amnésie. Donc, j'ai des souvenirs plutôt sains, plutôt beaux. J'étais une petite fille. Tout allait bien dans le meilleur des mondes et pourtant. Oui, c'est ça, voilà. Et pourtant, je pense que c'est bien résumé. Et pourtant, de l'âge de 8 ans, tu disais à mes 14 ans, j'ai été abusée par un membre de ma famille. Tu veux taire son nom, tu ne dis pas, l'aspect filial et qui il est dans ta famille. Non, c'est quelque chose que tu n'arrives pas à extérioriser. J'ai pas forcément envie d'en parler parce que mes parents ne sont pas au courant. Ils ne savent pas que... Ça paraît dingue. Ouais, j'ai pas trop envie de les perturber. Ils ont déjà été pas mal perturbés pendant leur vie suite au décès de mon petit frère, qui a mis fin à ses jours. Du coup, j'ai un peu cette responsabilité de ne pas trop les abîmer davantage. Alors, ils savent pas en fait. Ils savent pas du tout moi ce que j'ai vécu. J'en parle, mais ils peuvent pas le découvrir puisqu'ils ont pas Internet. Ils sont. On a du mal à le croire aujourd'hui avec tout ce qu'on a en réseau, etc. Mais tu dis, ils ont vraiment à peine un téléphone. Ils ont un téléphone portable qui est, c'est des vieux téléphones à clapet. Ils sont vraiment. Parce que tu t'es délivré une première fois il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était un vrai déclic, une extériorisation de ce qu'est Sylvie. C'est-à-dire que tu as osé parler enfin de l'horreur que tu avais vécue. Pourquoi il y a 2 ans aussi tardivement? Et quand je disais qu'ils auraient pu le savoir, c'est parce qu'en fait, sur les réseaux, quand on tape ton nom, il y a un extrait où tu lis une lettre qui est destinée à la personne qui a abusé de toi.
Alors, je me suis libérée, j'ai commencé à en parler il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, il y a eu un procès. Le procès de mon ex-meilleur ami que j'ai dénoncé 10 ans auparavant, puisqu'il abusait des mannequins dont il gérait la carrière. Et en fait, j'ai pris la parole à Debout Citoyenne. C'est Solène Thomas qui m'a invitée. Et le procès avait lieu le lendemain. Et j'ai eu vraiment ce besoin de raconter cette histoire parce que c'était un tournant dans ma vie, un passage. Et j'étais restée trop enfermée pendant toutes ces années. Et là, d'avoir encore vu et avoir été encore mise en contact avec des agresseurs, avec encore un autre agresseur, je me suis dit, en fait, c'est vraiment le moment d'en parler. Il faut que ça s'arrête, il faut que ce cycle s'arrête. Et voilà, et donc j'ai commencé cette scène en lisant cette lettre. Ouais. Une lettre bouleversante. Est-ce que tu penses qu'on peut pardonner à des personnes comme celle-là, à ton agresseur, à la personne, donc à ton ex-ami, qui est aujourd'hui incarcéré, le procès, donc il avait abusé de mannequins? Oui, il a pris 16 ans. Oui. Ouais. Est-ce que ce soit lui, que ce soit la personne de ta famille qui a abusé de ton corps, est-ce que tu penses que ces personnes, on peut leur pardonner? Alors, j'ai pardonné à mon agresseur, à cette personne qui abusait de moi quand j'étais petite, parce que je pense que garder en soi toute cette colère, toute cette haine nous abîme. Moi, en tout cas, ça m'abîme et ça me permet de m'alléger, de me libérer d'un poids. Donc, c'est important pour moi de pardonner. Maintenant, mon ex-meilleur ami, c'est un peu frais, donc j'ai encore un petit peu de mal. C'est encore un long chemin pour moi. Ça va me prendre plusieurs années, donc je pardonnerai certainement, puisque moi, j'ai envie d'être heureuse et de me sentir mieux. Donc ça prend du temps. Mais je pense que le pardon pour soi-même est important. Oui, tu penses que c'est avec le pardon que quelque part tu avances et tu arrives à mieux vivre quelque part? Oui, j'ai pas envie de porter tout ça en moi. J'ai vraiment envie aujourd'hui d'être dans un univers sain, d'être joyeuse et de porter toute cette rancœur en moi. Ça m'alourdit. Je veux plus de ça. J'ai vraiment envie d'une vie joyeuse. C'est bon, c'est derrière tout ça. Alors, quand tu dis tes parents à la campagne, ta maman ne travaillait pas, ton papa était... Mon papa travaillait au service des sports. Oui, donc rien du tout dans l'artistique par rapport à ce que tu fais aujourd'hui et ta passion, qui était... Parce que la passion, elle date, les photos et tout, c'était quand même quelque chose que tu aimais, toute petite. Ouais. Mais donc, personne qui t'a aidé quelque part par rapport à ce que tu aimes. En revanche, est-ce que ta maman qui était à la maison, qui avait du temps de s'occuper de toi, elle a jamais décelé cette période terrible et longue entre 8 et 14 ans où, tu me le disais en coulisses, c'était même, il abusait de toi régulièrement toutes les semaines. Parce que tu allais chez cette personne souvent. C'est ça, de mes 8 ans à mes 14 ans, peut-être pas toutes les semaines, mais peut-être une fois par mois, et mes parents m'emmenaient. Non, mais je pense que... Et personne décelait que tu n'avais pas envie d'y aller, ou tu pleurais peut-être? Non, je disais rien du tout. Mais en fait, chez moi... Quand j'étais petite fille, on comparait tout le temps à ma grande sœur qui, elle, était très agitée, était très en colère. Et à chaque fois, mes parents me comparaient et me disaient « Regarde ta sœur, elle est tellement mignonne, elle est gentille, elle parle pas, elle est tranquille. » Donc, j'étais aimée, entre guillemets, parce que c'était pas le cas, mais sous condition. C'est-à-dire que je recevais l'amour de mes parents lorsque j'étais sage. Donc, moi, j'ai vraiment intégré ça. Et du coup... Pour moi, c'était normal de rien dire, puisque je voulais pas paraître... je pense, je voulais pas les embêter avec mes histoires. Enfin, j'imagine que c'est comme ça que je ressentais les choses. Et puis, j'étais une petite fille aussi assez solitaire, donc je parlais pas forcément. Il n'y avait pas de copine à l'école avec qui tu avais des choses secrètes, parce qu'on a tous des petits secrets avec un bon copain, une bonne copine. J'ai pas justement le souvenir d'avoir eu beaucoup d'amis. Moi, j'ai eu une amie. Pendant plusieurs années, j'étais assez solitaire, j'étais rêveuse, je me réfugiais dans un monde imaginaire, je peignais, je dessinais, je faisais déjà des photos. Donc j'étais assez introvertie, assez secrète. Ouais. Et il y avait personne qui était là pour moi, pour me tendre la main. Enfin, j'étais pas entourée visiblement au sein de mes amis. Je me sentais très seule. Et ta sœur qui était plus extravertie, c'est pas quelqu'un...
tu n'avais pas d'envie de te confier? Pas du tout. Non, j'avais pas du tout des bons rapports à cette époque. Maintenant, on s'adore. Oui, Mais à cette époque, moi, j'étais tout le temps avec mon petit frère. oui. Et puis on était contre ma sœur. Non, on n'était pas du tout... enfin, en tout cas, elle avait ses problèmes à son époque. Et moi, j'avais les miens. Donc, Qu'est-ce que je tu parlais dirais aux personnes qui subissent les mêmes choses aujourd'hui, c'est-à-dire avec le recul et l'expérience que tu as, malheureuse et heureuse d'un autre côté pour avancer et te construire, et qui en font la Sylvie que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais, les conseils, si on peut appeler ça des conseils, mais en tous les cas, qu'est-ce que tu as envie de ta force intérieure de dire aux gens qui nous écoutent, femmes et hommes d'ailleurs aussi, qui subissent des choses terribles? Qu'est-ce qu'on doit... C'est surtout briser le silence et parler, non? Tout ce que tu n'as pas fait. Oui, c'est ça. Bah, je leur dirais déjà d'adapter leur discours et d'adapter leurs mots à leurs enfants, de parler à leurs enfants, de leur expliquer que personne n'a le droit de toucher à ton sexe, à voilà, certaines parties de ton corps. Est-ce que tu te souviens la première fois où tu as eu ces attouchements, ton agresseur? Alors, je m'en suis souvenue il y a une dizaine d'années. Oui. Avant, je ne me rappelais pas du tout. J'étais en amnésie. Et il y a 10 ans, petit à petit, je suis sortie d'amnésie. Il y a eu plusieurs causes. D'abord, j'ai divorcé. Et puis, j'ai regardé des œuvres cinématographiques, Woman d'Anastasia Mikova et Yann Arthus Bertrand. Je suis allée voir la pièce de théâtre Les Chatouilles d'Andrea Bescon. Et qui m'ont fait totalement... qui ont... comment dire, percuté mon inconscient, qui m'ont, moi, marqué, qui m'ont fait réagir au niveau corporel. Et à partir de là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me rappeler. J'ai eu des flashs. Je me rappelle avoir été voir la pièce de théâtre d'Andrea et la nuit suivante, j'ai fait des cauchemars et j'ai vu des images très précises, des gros plans, enfin des choses qui vraiment sont revenues petit à petit. Et ce sont voilà des œuvres qui m'ont, moi, petit à petit fait sortir de cet état dans lequel je me trouvais depuis des années, donc je ne me rappelais pas. Tu disais que tu étais très malade, tu vomissais après avoir vu ce film et tout. J'ai fait, oui, non mais c'est ça, quand j'ai vu Woman, alors Woman c'était un peu plus tard, mais ça a commencé avec Les Chatouilles, mon corps a réagi, j'ai été malade, j'ai eu de la fièvre, j'ai vomi, enfin vraiment, mon corps me disait, bon, est-ce que là, tu vas peut-être t'en rendre compte et voir et aller regarder là où ça fait mal. Est-ce que là, tu es prête à ouvrir les yeux? C'est ce que mon corps me disait, puisque j'avais tout le temps enfoui. Et là, je me suis rappelée. Voilà. Là, c'est revenu. Des conversations que tu n'avais pas avec tes parents, donc tu étais introvertie, tu le dis, jusqu'à même de ton adolescence, tu me disais tout à l'heure, même les règles, j'en parlais pas pour une fille, voilà, on en parle à sa maman. Non, on parlait pas de ça à la maison, vraiment. C'était à 1000 années-lumière de mon quotidien. Donc c'est à cause de tout ça, peut-être, tu penses que parce qu'il y avait trop de... Puis on n'en parlait tout le monde se taisait. Après, on n'en parlait pas aussi à cette époque-là. Moi, je vais avoir 50 ans, donc c'était une époque aussi où on ne parlait pas de pédocriminalité. Tout était tabou. Il y avait un déni de société qui était énorme. Aujourd'hui, on commence petit à petit à sortir du déni. Vraiment, mais à cette époque-là, pas du tout. Enfin, c'était tellement impensable. Autour de toi, personne ne parlait de ça pas du tout. Non. Non. Ça n'existait pas. Enfin, c'était, on avait l'impression que ça n'existait pas. Alors que c'est quand même un enfant sur 10. C'est quand même très courant. C'est malheureux. Mais voilà, on était... et on l'est encore, je pense, beaucoup dans un déni de société. Tu parlais de ton mari qui n'est plus ton mari aujourd'hui. Donc, c'est quand tu t'es séparée aussi, vivre... l'homme qui vit avec toi par rapport à ton vécu et à ces traumatismes donc du corps et de ce que tu as enduré, ça, c'est complexe. L'amour avec un grand A est complexe, non? A été complexe? Pas tant que ça, puisqu'en fait, j'ai rencontré donc, mon mari de l'époque à 15 ans. Donc, de mes 15 ans... C'était juste fraîchement après. Ah oui. Et je pense que je me suis protégée aussi. Donc, de mes 15 ans à mes 37 ans, j'ai vécu avec un seul homme, le père de mes enfants. J'ai eu des relations avec un seul homme. Et je pense que ça m'a préservée aussi, quelque part, de ce trauma. Et ça m'a aidée. Parce qu'en fait, quand on est petite fille, quand on subit des violences, notre cerveau court-circuite et
nous aide finalement, par cette amnésie, à survivre et à grandir sans avoir trop peur. Ouais. Tu expliques que, puisque c'était entre 8 et 14 ans, l'inceste que tu as vécu, juste après tu rencontres celui qui sera ton premier mari, c'est pas anodin, c'est quelque part, c'est pour finalement comme un puzzle où tu as envie que les choses se remettent bien positivement. Tu te dis, bah tiens, j'ai trouvé finalement l'homme peut-être qui convient à ton niveau. Mais je me rendais pas compte. En fait, je me rendais pas compte. Mais si tu as dit oui pour vivre avec lui et l'épouser, quelque part, c'est que il y avait dans ton inconscient des choses qui te poussaient à le faire. Oui, certainement. Je pense que j'avais besoin d'avoir une relation stable, voilà, avec un jeune homme. Tout l'inverse de ce que tu avais vécu d'horreur. Ouais. Mais j'aurais pu aussi ne rencontrer personne, parce qu'à cette époque, et même pendant très longtemps, personne ne pouvait me toucher, homme comme femme. Ça a été la seule personne qui a pu m'approcher, et je ne comprenais pas. Je comprenais pas. Je me posais pas la question. Pourquoi personne pouvait me faire de câlins, m'embrasser, me faire la bise, même me serrer la main. Mon corps rejetait totalement le contact humain. Et c'est très tard, parce que pour moi c'était normal. Ce n'est que très tard, vers 37-38 ans, où je me suis rendu compte que non, c'était pas normal. On peut très bien se faire des câlins, sans se sentir en danger. Et moi, j'avais vraiment intégré, mon corps avait intégré le fait d'avoir un contact avec l'autre, c'était danger. Attention, voyant rouge, ne m'approchez pas. C'est très étrange. Alors que maintenant, pas du tout. Maintenant, je suis très tactile, avec les copines, j'ai plus de soucis. Mais à cette époque-là, c'était impensable d'avoir un contact. Alors, il y a l'être qui a abusé de toi. Il y a eu cet ami dingue qui finalement, qui a vécu, mais qui était dans l'appartement dans lequel tu cohabitais avec lui, c'est ça? C'est ça, on était coloc. Et c'est lui qui abusait, donc il était photographe? Il était agent. Il était agent, il s'occupait de la carrière de plein de mannequins. Et oui, en effet, j'étais coloc avec lui. Jamais tu t'es rendu compte de rien? Non, pendant presque 15 ans. Ça peut paraître totalement improbable. Oui. Parce que comme tu étais amie, il y avait là aussi des secrets, certainement de. Mais en fait, je ne pouvais pas voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme j'étais en amnésie, tout ce monde-là dans mon cerveau n'existait pas. J'étais dans un déni total, moi aussi. Et ça peut paraître hyper surprenant, et au procès, c'était très violent pour moi, puisqu'il y a des parents, il y a beaucoup de parents, et au tout début du procès, j'ai été accusée de complicité. Waouh. Ouais. J'ai eu vraiment toutes les casquettes. C'était très violent pour moi. Donc, complicité. Et puis ensuite, donc j'étais amoureuse de lui. Après, j'ai dénoncé. Donc, j'étais la sauveuse. Donc, en fait, j'ai vraiment porté toutes les responsabilités de tout le monde, des uns et des autres. Alors, j'avais rien demandé. Ouais. Ça a dû te faire ressurgir, c'est sûr, des choses terribles par rapport à ton vécu. Lui ne savait pas du tout, ton ami, ce que tu avais vécu petite? Celui actuel? Non, l'ami qui est incarcéré aujourd'hui, non, du tout. Non. Pareil, mais même moi, de toute façon, je ne savais pas. Ouais. Je ne m'en rappelais pas. Donc, forcément, on a une fragilité. Quand on a vécu des abus enfants, il y a cette fragilité. Et la vie m'a mise aussi face à des agresseurs, à cet agresseur, je pense, exprès. L'univers est bien fait. On nous remet à chaque fois en face de nos blessures pour qu'on puisse les traverser et puis les transformer, grandir. Donc, je pense que voilà, il fallait que je le rencontre. Et cette fois-ci, je l'ai dénoncé. Voilà, c'est pas comme la personne qui m'a abusée petite. Cette fois-ci, j'étais en capacité de. Et le jour où j'ai capté, où j'ai vraiment compris ce qui se passait, c'était fini, on ne pouvait plus m'arrêter. J'ai enquêté, j'ai été parler aux anciennes, aux nouvelles. Je les ai fait se rencontrer dans un café en bas de l'appartement sans qu'ils soient au courant. Quelle force avec tout ce que tu avais déjà vécu, ça devait c'était compliqué, oui, mais en même temps, je me sentais, c'était obligé, j'étais tellement dans la culpabilité, j'avais tellement honte de me dire, mais comment tu n'as pas vu? Et même encore aujourd'hui, je me dis, mais comment c'est possible? Aujourd'hui, j'ai des antennes, aujourd'hui, je capte. Quand il se passe quelque chose de pas sain dans une pièce, tu le vois tout de suite. Énergétiquement, je capte. Et à cette époque-là, je ne captais rien. J'étais dans un brouillard total, et ça m'a valu des années de thérapie pour essayer de comprendre ce qui m'était arrivé et pourquoi j'avais pas capté. Mais au procès, c'était terrible parce que j'étais vraiment dans une culpabilité, j'en étais malade. Je suis restée 2 semaines assise sur un banc à l'extérieur du procès, puisqu'on peut pas rentrer dans le procès, dans l'enceinte tant qu'on n'a pas témoigné. Et moi, je suis passée quasiment à la fin. J'étais rongée. Je croisais les filles tous les jours, je croisais leurs regards. Et
Et c'était très violent pour moi, de dire, mais non seulement j'avais la culpabilité, mais en plus de ça, j'avais leur regard. Aussi, certaines étaient reconnaissante puisque j'avais quand même Bien agi. sûr. Et puis d'autres, forcément, plus jeunes, en colère, je peux comprendre, avaient, Oui, il y en avait qui étaient Et puis après, après, quand il y a eu le verdict, voilà, les parents ont compris, c'était terminé, mais c'était assez lourd à porter. Ouais, c'était très, très lourd. Donc, c'était il y a 2 ans, donc c'était... c'est-à-dire à la fois un deuil et une renaissance en même temps, comme dans beaucoup de cas. C'est 16 ans, il est incarcéré pour 16 ans. Oui. Est-ce que tu penses, là, question peut-être facile, mais est-ce que tu penses que c'est assez, cette peine, ou qu'est-ce que tu aurais, toi, eu envie? Pour les victimes, ça sera jamais assez, de toute façon. Bien évidemment. Quand on subit des choses comme ça... Après, c'est même pas tant la durée. Ce que moi je trouve important, c'est qu'il soit soigné, puisque c'est quelqu'un qui n'a pas reconnu les faits. Ouais, tout. Mais pas du tout, au contraire. Et je pense que s'il n'a pas des soins adaptés, quand il va ressortir, ce sera la même chose. Je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui mettre en place une justice réparatrice ou réparative, je sais pas comment on dit, et qui soit vraiment accompagnée. Je sais pas, voilà, si ça va être le cas, mais clairement, si il n'y a pas quelqu'un qui est derrière lui, un psy, enfin vraiment tout un parcours de thérapie, je suis pas sûre qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait. Ou alors il en a conscience, mais il a pas envie de travailler dessus. Enfin, je sais pas, mais il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Le malheur, c'est qu'en étant incarcéré, je ne suis pas certaine qu'il y ait une thérapie qui soit faite à la hauteur. C'est pour ça que 16 ans, et à la fois c'est long, et à la fois c'est court. Enfin, c'est un problème qui est tellement complexe. Il avait quel âge, là, il y a 2 ans, quand il a été incarcéré? Moi, j'en ai 50, il doit avoir 49 peut-être. D'accord. À peu près. À peu près pareil. Ouais. Il va sortir dans une deuxième partie de vie un peu plus âgée, avec peut-être... Je sais pas ce que ça va... De la colère en plus, ou peut-être, pas du tout. J'ai même pas envie d'y penser, mais voilà, s'il n'y a pas un parcours, je suis pas sûre que ces hommes-là comprennent. Ou aient envie de comprendre. Ouais. Les familles qui nous écoutent, encore une fois, de dire il faut que les langues se délient, il faut oser parler. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire pour que ces personnes comprennent qu'il faut vraiment, à un moment, ouvrir sa bouche? Que déjà, ça libère. Oui. La personne qui en parle, c'est tellement un poids douloureux, puisqu'il y a la culpabilité, il y a de la honte, il y a plein de choses qui se mettent en place dans le cerveau. Ouais. Donc déjà, le fait d'en parler, ça libère émotionnellement. Et puis ensuite, plus on va être nombreux et nombreuses à parler, plus ça va faire écho dans la société et plus on va prendre conscience du déni dans lequel on baigne. Puisque ce sont des violences systémiques. Il y a 1 enfant sur 10 qui est abusé. C'est énorme. Et plus on va parler, plus on va permettre à la société tout entière de prendre des dispositions et de se regarder en face. Puisque quand on regarde un problème, quand on en a conscience, on peut le combattre. Si on n'en parle pas, on ne va pas pouvoir le regarder en face. Donc, parlez-en pour vous-même, mais aussi pour les générations futures, pour les enfants. On ne peut pas rester dans une société encore d'abus. Tu es maman de 2 enfants, un garçon grand et une fille. Oui. Tu as fait tout le contraire de ce qu'a fait ta maman, c'est-à-dire, au contraire, tu abordes tout et n'importe quoi au travers d'un bon petit repas. Ils savent tout? Oui, ils savent. Oui. Alors, je leur ai parlé assez tard, puisque quand ils étaient plus jeunes, je voulais pas trop les perturber. Et puis même, de toute façon, Et tu te souviens de la réaction? Je me rappelais pas. Mais en fait, non, je me rappelle pas comment je leur ai dit. Je pense que ça s'est fait naturellement, puisque j'ai quand même une relation assez fusionnelle avec mes enfants et on parle de tout. Donc, je ne sais même plus en fait comment ils ont réagi. J'ai même pas le souvenir. Puis de toute façon, cette période-là de ma vie est tellement floue, il s'est passé tellement de choses en 2016 que parfois j'ai plein de brides qui se sont effacées. C'était assez tumultueux, j'ai divorcé, il y a eu ce procès, j'ai moi-même aussi évolué dans mon art, j'ai plus du tout travaillé de la même manière, j'ai plus travaillé dans la mode. Donc il y a plein de choses dont je me rappelle plus, clairement. C'est encore, comme si c'était l'âge de la raison. C'est encore mon cerveau qui me fait des tours, qui me joue des tours. Ouais, c'est comme le début, finalement, d'une nouvelle histoire pour toi. Mais complètement. Une nouvelle vie. Oui, c'est ça. Je pense que là, j'ai transformé ces traumas. J'en ai fait une force. J'ai eu un long parcours de résilience. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai vécu, tous mes traumas, je les ai transformés. Et je crée à partir de cette part d'ombre et j'en fais de la lumière. J'éclaire, en fait, ces parts d'ombre. Je les accepte aujourd'hui.
et je crée des œuvres qui, elles, aujourd'hui, vont toucher d'autres personnes, des femmes, des hommes, des enfants, et aller peut-être les aider aussi, toucher leurs inconscients et les aider à sortir soit d'emprise, soit d'amnésie, soit peut-être leur apporter une autre version, un autre prisme. Ouais. Voilà. Tu mets en lumière, c'est tellement vrai, c'est-à-dire tu mets en lumière les autres, les femmes en particulier, mais pas que, à travers des photos que tu prends admirablement bien. Et il y a eu une rencontre déterminante d'ailleurs, c'est la rencontre en 2010 avec Léa Seydoux, où tu dis, il y a eu, je te laisse nous raconter, mais c'est une très belle histoire. Derrière, il y a eu plein d'autres actrices et personnages connus que tu as photographiés, mais ça a été vraiment déterminant. Tout à fait. J'ai travaillé dans la mode pendant 10 ans. Oui. Et pendant 10 ans, je travaillais avec essentiellement des mannequins, donc qui portaient des vêtements, mais on n'entendait pas leur voix, on n'entendait pas leurs histoires. En tout cas, moi, je les entendais pas, et voilà, c'était comme ça. Et puis, quand j'ai commencé à prendre en photo des actrices, d'un seul coup, j'ai vu autre chose. J'ai vu les fêlures, j'ai vu tout le côté émotionnel. Et donc, Léa Seydoux, à cette époque, elle était déjà connue. Quand elle est arrivée au studio, elle était malade, elle n'était pas très à l'aise. Et je sais pas, j'ai vraiment perçu cette humanité. Une fragilité. Ouais, une fragilité, mais belle, hein, encore une fois, c'est pas négatif. Et j'ai viré tout le monde. J'ai viré toute l'équipe du studio. J'ai enlevé tous les vêtements, les boucles d'oreilles, et je les laissé... Artifices. Ouais, voilà, tous les artifices, et je les laissais avec un drap blanc sur un canapé. Et ces photos m'ont bouleversée, puisqu'on voyait vraiment Léa Seydoux écorchée, Léa Seydoux, comment dire, humaine, au-delà des apparences, au-delà de l'image, de la figure. Bien sûr. Très jolie femme, très jolie. Voilà, au-delà de ce qu'elle pouvait représenter. Moi, j'ai commencé à capter autre chose. Et ça m'a toujours animée. Depuis ce jour-là, j'ai accompagné les actrices. J'ai arrêté de travailler dans la mode. Alors, pas en 2010, mais petit à petit. Ensuite, en 2016, la fracture. Mais à partir de 2010, j'ai vraiment ouvert les vannes. Et j'ai voulu accompagner, à travers la photographie, des femmes. De façon très profonde, en fait. Oui, de façon très profonde. J'ai voulu plutôt capter au-delà des apparences. L'énergie, la sensibilité. Arrêter cette femme déesse, cette belle, le côté très artifice. Quoique, quand on est une déesse, on peut aussi avoir tous ces aspects fragiles. De la féminité. Hein, oui, et fragile aussi. Mais en tous les cas, tu voulais un côté spiritualité aussi. Oui, c'est ça. Du vrai et capter ces femmes au niveau énergétique avec toutes leurs dimensions. La beauté, elle est au-delà du physique, au-delà de la peau. La beauté, elle est dans le regard, elle est dans je sais pas, l'énergie, le subtil. Et donc, quand je les observe, quand je les prends en photo, quand je capte tout ce qu'elles sont. Pas uniquement leur peau, enfin voilà. Alors, il y a eu Léa Seydoux, mais il y a eu Afzia Herzi, pour n'en citer que quelques-unes, mais Sonia Rolland, Emmanuelle Béard. Isabelle Adjani, donc voilà, des grandes stars. Emmanuelle Béard aussi, tu dis, c'est une rencontre incroyable. Oui, c'était une très belle rencontre. Elle est à fleur de peau. Et ce qui m'a énormément touchée chez Emmanuelle, c'est que elle m'a partagé, avant de faire son film, elle m'a partagé ce qu'elle avait vécu. Enfant, personne ne le savait. Et je suis allée chez elle, donc vraiment, c'était hyper troublant. Puisque, voilà, moi, je l'avais imaginé, comme tout le monde, hein, sans histoire, enfin, voilà. Et de là, d'avoir cette faille, ça m'a touchée. Et en plus de ça, elle voulait raconter son histoire. Elle avait envie d'en faire quelque chose et elle ne savait pas comment. Et personne ne le sait, mais je les ai mises en contact. J'avais un dîner le soir et je lui ai dit, écoute, je vais te présenter à quelqu'un et je suis sûre qu'il va se passer quelque chose. Et je l'ai présenté à Anastasia Mikova, qui est une réalisatrice brillante. Et le soir même, elles se sont connectées et elles ne se sont pas quittées. Et du coup, elle en est née Un silence si bruyant, le documentaire où elle parle de son inceste. Et puis d'autres aussi, d'autres personnalités, enfin d'autres personnes. Tout ça, le fait... a servi à ce que tu grandisses aussi par rapport à ces femmes que tu avais, qui travaillaient avec toi, qui avaient vécu les mêmes horreurs, et tu leur en faisais part de ce que tu avais vécu, ou toujours pas? Non. Rien de rien? Non, j'étais vraiment dans la confidence. Enfin, je recevais. Je crois que ça me faisait du bien aussi. De me dire, je ne suis pas seule, il y a d'autres femmes.
Mais c'est tout. Et mais tu faisais une barrière. Ouais. C'est récemment. C'est depuis, depuis 2 ans. Ouais. Vraiment, là, je parle avec elle. Je me livre, mais avant, non. Ouais. Dimension profonde. Alors, c'est vrai que il y a un mot, de tout ce que j'ai lu sur toi, le mot engagement, c'est-à-dire que tu te dis, je suis engagée pour les femmes, pas que pour les femmes, mais pour les femmes entre autres. Et il y a une définition chez toi, l'engagement, qui est certainement une définition différente de beaucoup d'autres, c'est-à-dire que tu dis, voilà, quand je fais quelque chose avec plus que ça, c'est l'engagement, conviction, et c'est même au-delà. Oui, pour moi, ça transpire. Mais c'est ça, pour moi, c'est une mission de vie, c'est-à-dire que c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement, je ressens dans mes tripes ce besoin d'aider, ce besoin de servir quelque chose de plus grand que moi, comme si c'était un appel. J'ai vraiment... Et un besoin. Oui, un besoin, puisque de Oui. toute façon, il y a un moment, il faut aussi se rendre compte qu'on vit dans une société très violente, Oui. où les droits des femmes sont constamment remis en question, sont constamment bafoués. Donc, c'est aussi pour moi un moyen de me réparer, mais aussi de permettre aux futures générations et à la suite, au futur, d'ouvrir un peu d'autres perspectives et d'être utile quelque part, à travers mon discours, à travers mon histoire, être utile à d'autres, voilà, moi, ça me fait du bien. Et si je peux aussi aider d'autres gens, voilà, je me sens investie en tout cas. D'où, et c'est ce qui arrive de magnifique sur 2026, on le voit beaucoup sur les réseaux. D'ailleurs, tiens, une question qui a un lien sur les réseaux tout de suite qui me vient spontanément, c'est est-ce que tu penses que le fait d'avoir les choses qui s'exposent un peu trop, on peut dire selon sur les réseaux, est-ce que c'est bénéfique pour le coup pour justement toutes ces causes et la violence sur les femmes et autres? C'est-à-dire d'exposer son corps ou Oui, est-ce que tu trouves que c'est bien que finalement ce soit exposé beaucoup plus qu'il y a 10 ou 15 ans? Je pense que... Ça fait avancer les choses. Moi, j'ai beaucoup été censurée. Quand je fais des œuvres, et c'est ce que je trouve vraiment très difficile pour moi et pour d'autres artistes, c'est qu'à chaque fois que je crée des œuvres, donc je prends en photo des femmes, même nues, elles sont constamment hyper sexualisées. Oui. Je n'ai rien contre la sensualité, il n'y a pas de souci. Mais à chaque fois, c'est comme si le corps nu des femmes était tout le temps disséqué, analysé, rabaissé. Enfin, il y a un truc où on ne peut pas exister tel qu'on a envie d'être. Oui. Donc, il y a quand même... je trouve que c'est important de pouvoir exister aussi tel qu'on est. Et si une femme ressent le besoin de s'exposer, juste de la laisser tranquille, en fait. Donc... je pense que chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Donc, je ne dirais pas que c'est bien, que ce n'est pas bien. Ça dépend dans quel but on le fait. Et moi, je suis vraiment pour la liberté. Et... alors, bien sûr, il faut faire attention aux enfants. Voilà, il y a de la censure pour protéger les enfants. Mais j'ai envie de dire, mais laissez-nous tranquilles, en fait, avec notre corps. Ça va, si on assume et qu'on a envie de faire certaines choses, on le fait. Point en explication ou pas, d'ailleurs. Mais et d'où ce magnifique projet là qui on le voit un peu partout et on t'a vu, ça s'appelle Marianne, une expo alors qui a démarré à Versailles, raconte-nous, là il y a quelque temps, et 2026 sera l'apogée. C'est ça, il y a eu l'avant-première. C'est quoi Marianne, donc voilà. Alors Marianne, qu'on connaît. Alors déjà, c'est une expo qui est sortie en avant-première à Versailles, dans le pavillon qui a été créé par Louis XIV, l'Hôtel des Gabelles. C'est pas pour rien. Oui, c'est pas pour rien. Et c'est un projet qui est né, qui a pris sa source lorsque j'étais au Palais de Justice. J'étais dans un mal-être, et en même temps, j'étais dans un cadre juridique. J'étais entourée de femmes. Et quand je suis sortie de ce tourbillon, j'avais envie de créer quelque chose de fort qui nous rassemble. J'en ai eu marre d'être les hommes contre les femmes, la domination, j'en ai marre. J'ai envie de trouver quelque chose qui nous fait du bien, qui nous rassemble autour d'une cause. Marianne est le symbole de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Maintenant, je rajouterais sororité, adelphité, il y a tout ce qui va avec. Et même la fierté d'appartenance qu'on n'a plus forcément dans notre pays, qui fait du bien, qui ferait du bien. Exactement, il y a aussi toute une éducation. D'ailleurs, je crois que c'est aussi un des programmes de l'éducation nationale d'intégrer
la citoyenneté dans les programmes, mais de manière plus construite. Il y a vraiment tout un programme. Je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai découvert ça il y a une semaine. Et je trouve ça bien. C'est bien, il y a une remise en question. On voit qu'ils cherchent à trouver. Oui, puis c'est important qu'on se rassemble autour de valeurs. Ouais. Et Marianne, c'est le symbole de ces valeurs-là. Ouais. La France est divisée. On est vraiment dans une période où tout se fracture. C'est terrible. On a besoin d'avoir un modèle, d'avoir quelque chose, voilà, qui nous unisse. Ouais. Et Marianne, c'est ce symbole-là. Donc, j'avais envie, voilà, de. Donc c'est, alors pour l'expliquer, 92 Oui. femmes. Ça ne s'invente pas, parce que c'est. Oui. 1792, la naissance de la figure de Marianne. Voilà. C'est à cette époque qu'elle a été créée. Donc, waouh! Pour photographier, travailler et faire venir 92 femmes, alors certes, tu as un réseau énorme, mais pour aussi les convaincre de poser... Alors, j'ai pas eu besoin de les convaincre. Certaines, oui. Oui. Qui tu as dû convaincre, par exemple? Tiffaine D, puisque Tiffaine, c'est une humoriste et elle a subi du cyberharcèlement. Oui. Et quand je lui ai proposé de poser seins nus, même si c'était caché, elle a eu très peur. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais encore subir du harcèlement, je peux pas. Et puis finalement, en discutant avec elle, petit à petit, voilà, je l'ai amenée à reprendre confiance. Et puis elle est très heureuse aujourd'hui. Mais les premières, j'ai envie de dire, j'ai pas eu besoin de les convaincre. Ce sont elles, finalement, qui sont venues à moi. Oui. Comme s'il y avait ce besoin de se connecter aussi à d'autres femmes, d'être dans la sororité, de parler entre nous. Donc, j'ai eu d'abord mon premier cercle d'amis, enfin, Andrea Bescon, Anne Petrini, voilà, toutes ces femmes que j'admire. Magnifiques, fortes, et puis qui vont de l'avant, qui ont des choses à dire, des convictions. C'est ça, alors, qu'elles soient référencées ou pas féministes, elles ont toutes de toute façon une histoire et quelque chose de fort à transmettre. Donc ça a commencé avec mon cercle, et puis ensuite, petit à petit, ça s'est élargi, et les femmes venaient à moi. Donc l'amie d'une amie, d'une amie. Après, il y a certaines femmes que j'ai aussi contactées. Mais voilà, en tout cas, elles avaient toutes un point commun. C'était ce besoin de rassembler et de raconter leur vérité, leur énergie, d'être dans un mouvement de solidarité. Alors qu'elles sont toutes différentes. Physiquement... c'est ça qui est génial. Si vous les regardez, voilà, Marianne, c'est vraiment la diversité. C'est la France inclusive d'aujourd'hui. Enfin, il y en a 92, c'est pas pour rien. C'est que vraiment, c'est plus la Marianne qu'on connaissait au départ, qui était assez soft et. Marianne, elle avait des traits classiques. Elle est blanche, elle est jeune, elle est lisse. Il fallait dépoussiérer tout ça pour que ce soit dans l'actualité. Et puis ensuite, elle a été personnifiée aussi avec des très belles actrices, Laetitia Casta, Catherine Deneuve, qui sont magnifiques, mais qui sont encore, voilà, dans des traits, comment dire, je dirais pas classiques, mais ce sont des belles femmes dans un cadre précis. Et moi, j'avais envie de prendre en photo toute la diversité, toutes les femmes qui représentent notre France. Alors, c'est pas que de les prendre en photo telles, excuse-moi l'expression, mais tu as dû entendre ce mot potiche, hein, c'est-à-dire sois belle et tais-toi, on te prend en photo et puis c'est tout. Là, c'est en plus, alors tu ne les as pas enregistrées, ce qu'elles t'ont dit, mais chacune, tu as noté beaucoup de choses parce que tu voudrais aller plus loin. Sur le coup, je me rendais pas compte. Moi, j'avais ce besoin aussi déjà de me réparer après le procès. Et quand elles sont venues, donc je les ai pris en photo, mais pas que. Il y avait un canapé, donc j'ai mon canapé que j'ai appelé la pièce du confessionnal. Et elles se posaient pendant une heure, une demi-heure avant, et elles me livraient, elles se livraient, elles me partageaient leurs expériences de vie, et parfois des choses qu'elles n'ont jamais dit à personne, en tout cas, voilà, pas dans l'espace public, donc ça, je le garderai pour moi. Je ne raconterai pas tout. Bien sûr. Et de là, en fait, j'ai une éditrice qui m'a contactée et qui m'a dit, mais écoute, ça serait bien peut-être de faire un livre de tout ça. Donc voilà, là, on est en train de travailler sur le livre et il y aura non seulement des photos, mais il y aura des textes d'accompagnement. Il y aura mon histoire aussi que je vais déposer dans le livre. Oui, parce qu'à travers tout ça, les 92 femmes, tu fais partie des 92 femmes qui sont en photo. J'ai mon autoportrait aussi. C'est aussi une manière pour moi de me dire, ça y est. Maintenant, tu es prête. Il serait peut-être temps de parler, d'oser aussi, parce que toutes ces femmes-là, elles se livrent, elles parlent, elles s'expriment. Et puis toi, tu es toujours dans le secret, dans la honte. Donc ça suffit. Stop. Toutes elles savent aujourd'hui ce que tu as vécu. Oui. Quelles ont été leurs
leur questionnement par rapport à toi, où elles te voyaient comme une femme forte, épanouie, et tu faisais rien apparaître. Il y a eu un étonnement, désarmé, non, certainement, de se dire waouh. Comme toute femme qui découvre ça d'une autre femme, elles ont été touchées, oui. Oui, et c'est vrai qu'on a une image sur les réseaux sociaux, voilà, on a une image à défendre, on porte, comment dire, une espèce de branding, mais la réalité, c'est que derrière tout ça, il y a toujours une écorchure, il y a toujours quelque chose de plus profond. Donc, ça fait partie, en tout cas, ce travail d'exposition, qui sera exposition itinérante, ça c'est une bonne nouvelle, certainement partout en France. Et puis, il y a plein de surprises, tu veux pas tout dévoiler aujourd'hui, oui, mais crescendo sur toute l'année. C'est au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Quand on crée un projet, on a toujours envie que ça existe, mais je m'étais pas imaginé que ça allait prendre ces proportions. Au début, je voulais que ce soit... Enfin, je voulais que ça aille plus loin. Dans tes rêves, oui. Mais je m'étais fixé comme objectif de faire les portraits photographiques. Et puis, il se trouve qu'on a intéressé des institutions, du coup, le monde de l'édition, et puis peut-être aussi le cinéma. J'ai envie derrière de faire un documentaire. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de se greffer au projet, qui arrivent à moi, parce qu'on les a attirés. Et donc voilà, il y aura plein de surprises en 2026 autour de ce projet Marianne, qui à la base était simplement une expo. Et aujourd'hui, je l'ai rebaptisé. D'ailleurs, le site va sortir. C'est vraiment le projet Marianne. C'est un projet d'engagement, de cœur. Ou ce que tu souhaites, en fait, là aussi, je lisais que tu as envie que toutes les femmes, peu importe ce qu'elles ont vécu ou pas, mais qu'elles se retrouvent à travers qu'elles puissent s'identifier. D'ailleurs, notre logo, enfin, on a un logo, mais en dessous, on a écrit « Nous sommes toutes Marianne ». On a toutes en nous une part de Marianne. On a toutes envie d'être libres, toutes d'être sereines, d'être à l'égalité, d'être aussi libre finalement qu'un homme. Vrai, authentique, tel que tu l'es là, c'est-à-dire de parler... de façon très ouverte. Oui, je m'étonne moi-même, d'ailleurs, parce que j'avais très peur en venant ici. J'ai toujours très peur de... Et rassure-moi, tout va bien. Oui, là, ça va. J'ai toujours un peu cette appréhension, mais après, je fais avec. Je suis comme ça. Et puis voilà, mais ça ne m'empêche pas de foncer, d'y aller. Je pense que on a tous des peurs. Hein. Ah bah, et heureusement, la danse a été une sacrée aide dans ce qu'on peut dire aussi. Et si on en vient à donner quelques clés et conseils, tuyaux. Ma guérison à moi est passée par le corps. Puisque mon esprit n'était pas capable de me guérir, n'était pas capable de voir. Finalement, c'est mon corps qui a pris le relais. Et j'ai commencé... Alors, j'ai fait de la danse toute petite. Ça m'a aidé énormément à traverser cette période, je pense. Et puis ensuite, j'ai commencé aussi la danse burlesque. Et ensuite, de la danse-thérapie, de la danse chamanique. Chamanique, oui. Et ce sont des danses, des espaces où on est en état de conscience modifié. C'est un petit peu comme quand on se fait avec les yeux, là, comment ça s'appelle Hypnotisé. On est vraiment dans un état second. Et dans ces espaces-là, il n'y a pas de peur. L'ego est mis de côté. C'est des espaces de sécurité. Donc, vraiment, ça m'a aidée à me libérer de tous ces poids, à les enlever petit à petit. Mon corps s'est réparé. Et je me sens bien quand je danse et je pratique la danse chez moi tous les jours. Toute seule devant le miroir ou pas. C'est un conseil à donner pour celles et ceux qui... En tout cas, moi, ça me correspond. D'extérioriser quelque part. Mais vraiment, en plus, ces danses-là, ça ne demande pas un savoir-faire. C'est vraiment des espaces libératoires. Il y en a beaucoup à Paris. Hein. Il y a énormément d'endroits où on peut faire de la danse médecine, danse statique, danse des 5 mondes. Enfin, il y a tout un tas de noms pour ces danses-là. Mais vraiment, quand les mots ne peuvent pas sortir... laisser le corps, il sait en fait, il sait faire, il sait se réparer. Et le langage du corps finalement est parfois plus fort que les mots. Moi, ça m'a énormément aidé à me libérer, vraiment. Et je continue encore. J'ai hâte de refaire une retraite pour aller pratiquer ces danses-là et pas que. Mais... Oui, ça, tu en as quand même régulièrement besoin. Ouais, une fois par an, au moins. Si je pouvais en faire plus, j'en ferais. Mais bon, après, là, ça coûte aussi un peu d'argent. Alors, les retraites, mais... les cours de danse, non, tout le monde peut y aller, c'est 20 ou 25 euros. Et ça, je pense, partout en France, on trouve des cours où on peut faire des choses pour s'évader. Extérioriser avec le théâtre, la danse, tout ce qui fait que le corps peut se libérer seul, sans le mental. Allez-y, parce que ça fait un bien fou. Moi. Et en plus de ça, moi, ça me permet de créer
Ce que je crée aujourd'hui et ce que je crée demain, ça passe par ces états-là. Oui. Ça passe pas par mon intellect. Parce que quand c'est mon intellect, j'ai peur, j'ai de l'ego, donc en fait, c'est brouillé. Et quand je suis dans ces espaces-là, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même énergie, c'est pas la même connexion. Et du coup, j'ai des choses qui me viennent. Je dis, ah, c'est ça. C'est ça. J'ai des mouvements de peinture, par exemple, qui me sont venus. J'ai commencé à peindre. J'ai pas de limite, en fait, quand je suis là-dedans. J'ai peur de rien. Après, quand j'en sors, bon, c'est un peu plus compliqué. Il faut les matérialiser dans la matière. Mais voilà, en tout cas, dansez, éclatez-vous, parce que vraiment, c'est top, quoi. La réconciliation, quelque part, avec l'homme, avec un grand H, tant avec la personne maintenant avec qui tu partages ta vie, qui est l'homme de ta vie, enfin en tout cas la personne qui t'épanouit et avec qui tu es très heureuse, y compris même, j'ai envie de te dire, avec ton papa, juste avant, parce qu'un homme. Comment, si on peut parler de réconciliation, ça s'est fait aussi, non? Oui, alors avec mon compagnon, ça n'a pas été toujours rose non plus. Hein. Et j'allais dire, de vivre avec une personne qui a le vécu que tu as, et puis pour lui, un homme, c'était pas évident. Puis lui, il a aussi ses traumas aussi d'enfant, donc c'était pas évident pendant des années. Tu dis ça parce qu'il avait des traumas qui étaient aussi importants? Tout le monde. Enfin, oui. Je veux dire, je pense que chaque homme, chaque femme. Alors je dis pas que tout le monde a vécu les mêmes choses, mais on a tous quand même des casseroles. Oui. Voilà, il faut travailler dessus. Et on a fait ce chemin ensemble, mais c'était pas rose dès le début. Il est arrivé, lui, au moment où il se passait tout ça dans ma vie. On s'est rencontrés à Place des Invalides, dans un restaurant. Moi, j'avais rendez-vous avec le Elle Magazine. La personne n'est jamais venue. Et lui, bonne nouvelle. Et voilà, finalement. Il était à côté, et puis on a commencé à discuter. Et bon, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais voilà, même avec lui, c'était pas évident au début. Et puis maintenant, on est arrivé vraiment à une osmose, une paix intérieure. Et est-ce qu'il y a des questions, un questionnement que tu peux avoir avec lui, justement, tes troubles, où il a les réponses que tu attendais? Parce que c'est un homme, parce que c'est lui que tu aimes et qui partage ta vie? Non, mais c'est pas grave, on n'est pas toujours d'accord. Et c'est ce que je trouve aussi intéressant. Lui, il a sa vision, j'ai la mienne. Et moi, ça me permet aussi d'avancer, de comprendre un peu le fonctionnement d'un homme. Qu'est-ce que je peux faire aussi pour essayer de... je suis pas son médecin, mais peut-être d'éveiller. Souvent, les femmes sont quand même... Alors, qu'est-ce que tu analyses de la personne qui abusait de toi et de ton ami avec qui tu travaillais, qui abusait des mannequins? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elles avaient de commun, ces personnes-là? Et par exemple, ton chéri d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a de vraiment différent? Ou jamais il pourrait toucher à une femme? Je crois que c'est moi qui suis différente. Alors, je dis pas qu'il va toucher à des femmes. C'est moi qui suis différente. Et c'est moi, je pense, qui ne permet plus, qui aujourd'hui a une autre vibration, une autre façon d'être. Et aujourd'hui, c'est stop. Donc, je pense que c'est pas l'homme, c'est pas tant l'homme, c'est aussi la manière dont la femme se présente. Je parle beaucoup de puissance féminine. Oui, j'allais dire. C'est un de tes mots. Je pense que quand on est vraiment à ce stade-là, alors j'ai encore plein de troubles, je suis comme tout le monde, j'ai plein de choses encore à travailler, mais je sens aujourd'hui que c'est à travers cette révélation, à travers cette puissance féminine, que je peux aussi avoir une relation saine avec l'homme de ma vie, avec les autres hommes, alors qu'avant, j'avais quand même cette faille, ce truc qui faisait que on allait rentrer à l'intérieur. C'est pas de la faute de l'autre. J'ai vraiment repris la responsabilité de ma vie, de mon passé, et je ne me positionne plus en victime. Et ça change tout. C'est pas l'autre, c'est vraiment soi et soi-même. Et quand on a compris ça, et c'est pour ça que j'accompagne toutes ces femmes, quand elles se reconnectent à cette puissance de vie, cet instinct, à cette... je sais pas, on peut appeler ça n'importe comment. Vraiment, ça change tout, parce qu'elles sont invincibles. Elles peuvent vraiment pousser les portes, elles peuvent tout faire. Et on le voit dans l'empowerment, quand une femme vraiment se sent alignée, qu'elle a dépassé tout ça, personne ne peut l'arrêter. Elle a des rêves qui sont grands et on peut lui dire, écoute, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Moi, je reçois encore plein de critiques. Mais je m'en fiche aujourd'hui. Je m'en fiche. Voilà. Aujourd'hui, j'avance. Vraiment, je me sens beaucoup plus ancrée. En fait, si on analyse tout ce que tu dis, et c'est une confiance en soi à avoir que tu n'avais certainement pas, que beaucoup n'ont pas à certains moments de leur vie. Oui. Et ça permet d'éloigner les personnes toxiques. Finalement, les prédateurs ne s'approchent pas. Quand on est plus aligné, quand on sait vraiment où on va, qu'on est guéri, ils ne s'approchent pas. Ou alors, ils restent 10 minutes et puis ils comprennent. Et aujourd'hui, j'ai les antennes pour ça, ce que je n'avais pas à l'époque.
Et tu arrives à détecter un Oui. personnage, homme ou femme d'ailleurs, parce que, attention, Oui. des toxiques, il Ah peut y avoir des femmes. bien sûr, il y a des femmes comme des hommes. Et hein, donc, je vais pas c'est quelque chose généraliser, que tu sens tout de suite. Bah, je sens que c'est pas aligné avec moi. Après, une personne toxique peut l'être peut-être pour une autre. Oui, plus ou puis moins. pour des Voilà. choses plus ou moins graves Voilà, aussi. mais oui, j'arrive à sentir ce qui est bon pour moi. Et aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui me font grandir. Et que Ouais. moi aussi, j'aide à grandir. Tout mon cercle d'amis, j'ai beaucoup de femmes qui m'entourent. J'adore être avec des femmes. Ça me fait du bien. Et je m'entoure vraiment de ces femmes puissantes qui, moi, me font moi Te aussi... booste, Me boostent, en fait. Me font, moi aussi... grandir. grandir, monter en vibration, et j'ai tout le temps des femmes autour de moi. Je vais les voir en concert, je fais des soirées, enfin, je suis entourée de femmes finalement. Qu'est-ce que discute d'ailleurs Sylvie avec toutes ses copines là, il y a 48 heures, tu m'as Ouh là dit là. j'ai fait une fête de dingue. Je Est-ce crois qu'il y a qu'il des vaut choses mieux pas en racontables parler. Oh là là, toute la soirée, c'était bon. En fait, on se lâche quand on est entre filles, on s'en fiche. Il n'y a pas de jugement de l'un, de l'autre. On est vraiment soi-même. Ouais. Et on peut. Enfin là, je ne peux même pas vous parler des discussions. C'est irracontable. Mais c'est chouette. Mais C'est c'est ça qui génial permet parce que quelque on part se de péter libère. les plombs à un Ah moment ouais, c'est tellement et de drôle. se lâcher, d'être libre pleinement Complètement. et de se Ouais. dire que voilà, on fait rien de mal si Non, ce c'est n'est rien de mal, mais bon, bah voilà, on de peut pas rire et raconter. des fous rires, c'est tellement important dans la vie. Alors, C'est ça. Marianne est OK tout cet événement, mais aussi ce qu'il faut dire, c'est que les femmes qui nous regardent, qui ont envie d'être photographiées, tu as ton studio et tu peux créer leurs portraits. Et ce que tu dis, Oui, j'ai j'ai lu aussi ouvert, sur oui. toi, c'est ouvert et que ces femmes qui aussi te demandent des portraits, alors pas la totalité, mais une partie viennent parce que quelque part c'est comme tu dis ce canapé qui est là pour qu'elle parle. Pour les Marianne, tu veux dire, ou même toutes les autres Non, femmes toutes les autres Ah. femmes qui viennent chez toi se faire photographier, elles ont envie de te poser des questions parce qu'elles ont peut-être aussi vécu des choses pas très Peut-être. Alors, je sais pas belles. comment les femmes me C'est perçoivent. un peu mais en tous moi, je les pense cas, à j'ai ça, ouvert. le canapé, le divan de Henri Chapier, tu sais. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai ce côté-là. J'ai ouvert en plus maintenant ces séances photo à toutes les femmes. Donc, j'accompagne. C'est ça qui est chouette. Voilà, soit des artistes, des entrepreneurs. Enfin, j'ai vraiment ouvert le spectre pour pouvoir accompagner tout un tas de femmes Ouais. dans leur parcours. Après, oui, peut-être qu'elles me choisissent aussi parce que j'ai ce côté humain, peut-être, mais ça, je peux pas Certainement. répondre, je sais pas, en fait. Oui. Côté oui. humain très fort, ça c'est sûr. Certainement. Mais, T'as envie aussi, je crois, de faire des conférences là-dessus pour... c'est ce que tu disais peut-être à l'aube de mes 50 ans, c'est peut-être de parler pour qu'on me questionne et là aussi ouais, le fait... je pense que là maintenant il est temps, c'est pareil, c'est paradoxal, j'aime la lumière, j'aime être vue, mais j'ai toujours eu peur d'être entendue. Et Ouais. je crois que là il est temps d'arrêter en fait et de dépasser cette peur parce que ce soit mon discours, mon vécu ou celui d'autres femmes, c'est important qu'il existe dans l'espace public. Donc aujourd'hui je me sens aussi investie de cette mission-là, de partager mon histoire. Et finalement, c'est au-delà de mes peurs. Ça va au-delà. Je dis, bon, maintenant, ça suffit, Sylvie. Ok, t'as la trouille. D'ailleurs, c'est complètement irrationnel. Hein, Oui, voilà. oui. Et là, aujourd'hui, j'arrive à parler. Je m'étonne moi-même. Je suis fière de moi. Chapeau, oui. Ouais, je suis assez fière de moi. Oui, parce que tu tremblais quand il y a 2 ans, j'ai vu la vidéo où tu lisais cette lettre à ton agresseur, c'était tremblant. Ouais. Là, ça va mieux. on voit qu'il y a un aplomb. Ouais, ça va mieux. Donc, c'est tu as vrai. pris... Donc oui, je pense que ça peut être aussi la suite, prendre la parole, faire des conférences, pourquoi pas, ouais. Parler de mon histoire ou parler peut-être d'autres choses. Et il y aura un livre, de toute façon, il y a toute une série de choses qui vont arriver. Le plus simple est de te suivre quoi, sur les réseaux, oui. Ah oui, on va Et faire beaucoup d'annonces site, à partir de janvier Sylvie Castioni. 2026. On va Bon. annoncer plein de belles choses. Ça sera à Paris et puis dans d'autres villes de France. Voilà, on va vraiment ouvrir et puis après, j'espère, au niveau européen. Ouais. Voilà, j'ouvre. Qu'est-ce que les c'est la chakras. loi que tu ferais, puisque tu me parlais de la présidente de l'Assemblée nationale que tu as côtoyée, Madame Yoon-Privé. Madame Yoon-Privé, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit fait, Alors, d'acté pour que... Alors, il y a 2 ans, j'avais en tête de changer la loi sur le consentement. Et il se trouve que ça y est. Voilà, ça a été fait. Ouais. Et quand j'ai commencé à réfléchir il y a 2 ans, c'était mon souhait. Je me rappelle, j'en parlais à mon compagnon. Je disais, mais c'est pas possible. Donc, j'étais en plein procès et je voyais bien que les avocats de la défense de mon ex-meilleur ami essayaient de jouer sur cette corde-là.
C'est-à-dire, elles étaient consentantes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu le consentement à cette époque-là comment dire, se définissait par soit la contrainte ou la violence ou je sais plus. Bon, bref. Oui. Et maintenant, voilà, le consentement, c'est un consentement éclairé, consenti. Donc, il y a eu vraiment une évolution sur le consentement. Oui. Qu'il n'y avait pas à cette époque. Donc, j'ai envie de dire, la loi est passée. Maintenant, on peut toujours aller plus loin, faire plus. Mais déjà, voilà, pour moi, c'était tellement un soulagement de se dire, bon sang, j'avais envie de le faire et ça me semblait énorme à l'époque. Je me rappelle avoir parlé à la suite du procès et avoir dit, mais j'ai l'impression que c'est infini, que j'ai juste monté une marche d'escalier et que moi, je veux que la loi change. Oui. Et 2 ans après, de se dire, ouais, ça y est. C'est arrivé. Donc c'est positif. Il y a des choses quand même oui, c'est positif. Doucement mais sûrement, mais il y a des choses qui avancent. Oui, c'est ça. Après, il faut continuer à se battre, bien sûr. C'est jamais acté. Nos droits reculent dans certains pays. Il suffit de regarder aux États-Unis, voilà, sur l'avortement. Oui. Donc, je pense que c'est sans fin. Voilà. Mais déjà, j'étais quand même soulagée que cette loi, par rapport au procès et à tout ce que j'ai vécu, soit actée, soit votée. Et puis, il y a un point que tu mets en avant, et ça se sent avec les 92 femmes, mais pas que, et tout ton travail depuis le début, c'est le collectif. Tu dis, voilà, ensemble, on est beaucoup plus fortes. Et qu'il faut arrêter aussi d'être les unes contre les autres, encore trop souvent, d'être dans la critique négative, alors que si on se soude et si on est bien tout ensemble... c'est ce qui a fait aussi que le procès, c'est ce qui a fait qu'on a gagné le procès. C'est-à-dire qu'il y a certaines des jeunes filles qui avaient porté plainte toutes seules, des années auparavant, moi je ne le savais pas, et il ne s'est rien passé. Sauf que quand on arrive en groupe, en masse, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, on ne parle plus de la même chose. Et c'est le fait d'être toutes soudées autour d'une même cause et d'une même énergie qui a fait que ce procès, on l'a gagné. Donc, j'ai envie de dire, on peut aussi comment dire, ça peut être valable dans tous les domaines de la société. Lorsqu'on est toutes soudées, toutes ensemble, plutôt que les unes contre les autres, comme des rivales, on peut vraiment déplacer des montagnes. C'est vraiment l'effet de groupe, alors que quand on est isolé, c'est difficile de faire changer les choses. Et quand ça, c'est un message fort que j'espère mais vraiment, on entende. Vraiment. Moi, je le sens quand je me sens accompagnée de toutes ces femmes, je me sens tellement plus forte. On est toutes sur la même longueur d'onde, on a toutes vécu plus ou moins les mêmes choses à différents degrés. C'est super fort, en fait, un groupe de femmes ensemble, que ce soit dans la rue ou ailleurs, ou même dans l'intimité, quand on est ensemble, il se passe des choses incroyables. Il y a des révélations, il y a des transformations profondes quand on est entre femmes. Et aujourd'hui, Sylvie ne se cache plus du tout. On te pose une question de but en blanc dans une soirée ou hier, même quelqu'un... Par rapport à ma vie? Oui, par rapport à ta vie et ton vécu, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de tout ça. Non, parce que je pense que je l'ai dépassé. Il y a encore 2 ans, c'était encore un petit peu touchy. Et puis là, je sens que voilà, le trauma, il est loin. Aujourd'hui, j'avance. Et aujourd'hui... Il y aura peut-être juste l'étape suivante par rapport à tes parents, qu'ils le sachent un jour quand même. Oui, c'est vrai que ça serait bien quand même que je le fasse. Mais bon, ça c'est encore une autre paire de manches, parce que comme je vous disais, je les protège. Par rapport au décès de mon frère, c'est difficile encore de... C'était il y a longtemps, 25 ans, mais ils ont tellement souffert, et moi aussi, que j'ai pas envie de les abîmer davantage. C'est déjà assez compliqué. Mais c'est quelque chose qui fait partie de ton plan de vie, de dire qu'avant qu'ils partent, t'aimerais quand même leur dire? Pas forcément. Pas forcément. Non. Non, vraiment. Je vous dis, ça fait 25 ans maintenant. Ma maman a fait beaucoup d'hôpitaux psychiatriques suite au décès de mon frère. J'ai beaucoup de mal. Oui, tu dis, elle a déjà eu sa dose. Oui, alors je sais que je ne suis pas les parents, enfin, je ne suis pas la maman de ma maman. Oui. Mais j'arrive vraiment pas, j'ai pas envie de leur faire porter encore davantage ce poids, quoi. Ouais, je peux pas, je me sens... Bon, peut-être ce sera plus tard. Naturellement par rapport à des choses qui se produiront. Mais là, j'y arrive pas. Ouais, j'y arrive pas pour l'instant. En tout cas, chapeau déjà pour là où tu en es aujourd'hui et ta manière de parler, de t'exprimer, et puis tous les beaux projets qui arrivent. Ah, ça c'est génial. Je m'éclate. Ça, c'est ce qu'il y a de plus magique. D'ailleurs, tiens, la rencontre qui a changé ta vie dans les 4 questions flash pour terminer, si on a une. Eh bien, mon ex-meilleur ami, parce que c'est lui qui m'a transformée et qui m'a permis de porter plainte, de dénoncer. Donc,
Un livre ou un film que tu nous recommandes absolument, s'il n'y en a qu'un, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, mais que tu as aimé. Un livre ou un film, je peux dire les deux. Oui, les deux si tu veux. Les clés de votre énergie ou La clé de votre énergie de Natacha Celestrem, qui donne plein de protocoles, plein de bons tuyaux pour se débarrasser, en tout cas pour progresser dans sa vie. Woman, hein, de Anastasia Mikova et Yann Bertrand, qui m'a bouleversée. Il y en a plein. Oui. J'en ai tellement. Mais en tout cas, c'est là. Et le livre, qui peut être une belle idée d'ailleurs de cadeau. Que pense Sylvie aujourd'hui de Sylvie d'il y a 10 ans? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait, que c'est pas de sa faute. Elle était petite et voilà, elle y était pour rien. Je lui ferai un gros câlin, je lui dirais qu'elle s'inquiète pas, que plus tard ça va aller beaucoup mieux et que tout ce qui s'est passé pour elle, elle allait en faire des belles choses pour elle et pour les autres. Donc, belle positivité, ça c'est important. Quelle est la femme que tu souhaiterais que j'invite à ta place, que tu aimerais surtout mettre en lumière plus que les autres? Et comme tu en as mis tellement, c'est compliqué de choisir. Alors il y en a plein, mais il y en a une qui m'a marquée la semaine dernière. J'ai fait l'interview de Marie Colin. Marie Colin, elle est actrice, elle a une trisomie 21, je crois, et elle est comédienne. Elle était dans Un petit truc en plus. Oui. Voilà, et elle fait partie de l'expo, c'est une des Marianne. Et donc je l'ai interviewée et elle m'a bouleversée. Elle est dans son monde d'enfant, son monde... elle est incroyable. Belle personne. Ouais, c'est une belle personne. Merci beaucoup, Sylvie Cassioni, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir répondu C'était pas gagné, mais je l'ai fait. De façon transparente. Tu as passé un bon moment? Oui. Bon, c'est le principal. En tous les cas, on le voit, des parcours qui sont... Le mot inspiration est faible, mais voilà, des parcours avec des blessures, des faiblesses, mais en même temps tellement de force derrière que c'est beau à voir. Et voilà, on pourrait encore continuer. Tu vois, j'avais encore, je sais pas combien de questions, mais en tout cas, tu nous as dit tout ce qui, pour nous porter, est important. Et surtout de parler. Ça, je crois que le message, briser surtout le silence, c'est le message le plus fort qu'on puisse faire passer. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à très vite sur les réseaux et ailleurs. Sylvie Cassioni était parmi nous aujourd'hui. Merci. Merci.